Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 8 mythes différents qu'on entend très régulièrement sur les réseaux sociaux quand on parle au sujet de l'argent, quand on parle d'indépendance, de liberté financière, de finances personnelles. Souvent, il y a des mythes quand même qui sont véhiculés là-dessus et moi, j'aimerais te donner mon avis sur certains d'entre eux. Donc, j'en ai sélectionné 8 et je pense que si tu arrives à prendre en considération tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ça va te permettre d'avoir une vision plus claire et éventuellement d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs personnels. Donc, le premier mythe sur l'argent qui, pour moi, te fait perdre énormément de temps et d'énergie, c'est de te focaliser sur des points qui ne sont pas forcément importants, on va dire, au début. Je m'explique. Par exemple, souvent, on va te dire que augmenter ta capacité d'épargne, c'est super important pour ensuite augmenter ta capacité d'investissement. C'est ce que je te répète depuis maintenant très longtemps sur cette chaîne YouTube, parce que sans mettre 1 € de côté, de toute façon, tu ne pourras pas investir, et si tu ne peux pas investir, tu ne pourras jamais atteindre la dépendance ou la liberté financière. Mais il y a toujours aussi un équilibre à avoir entre les sacrifices que tu seras amené à faire et l'argent que tu seras capable aussi de mettre de côté pour augmenter ta capacité d'épargne. Et souvent, on va retrouver sur Internet la fameuse, on va dire, anecdote du café. Et on dit, tiens, si tu prends un café tous les jours, je sais pas, un café à 2 € tous les jours, au bout de 365 jours, ça représente X montant en euros. Si c'est X montant en euros, tu les investis en bourse, des ETF sur à peu près 10% par an, sur 40 ans, avec les intérêts composés, ça représente des sommes qui sont importantes. Et je suis d'accord, parce qu'il y a des chiffres, c'est concret, c'est pragmatique. Par contre, on est d'accord que souvent, ça peut t'amener à te focaliser sur des choses qui, selon moi, sont pas ultra importantes au début, d'accord. Je dis pas qu'il faut pas le faire, et si tu peux le faire, fais-le, d'accord. Mais moi, je préfère mieux me focaliser, en tout cas de te dire, de te focaliser sur les plus gros postes de dépenses au début. C'est un peu la loi de Pareto, hein, 80-20. Tu vas te focaliser sur les 20% des actions qui vont te donner 80% des résultats, d'accord. Et donc, parmi les gros postes de dépenses, on va avoir quoi? On va avoir le transport, on va avoir le logement et on va avoir après tout ce qui va être entre guillemets charges plus ou moins incompressibles de fonctionnement. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'électricité, ça peut être toutes ces choses-là. Et tu peux faire des économies de partout. Mais aujourd'hui, les plus gros postes de dépenses sur lesquels tu vas devoir te focaliser dans un premier temps, au lieu de te focaliser au tout début, quand tu commences ton parcours pour atteindre la liberté financière, sur le café de 2 balles que tu utilises tous les jours, focalise-toi sur les gros postes, donc par exemple sur le transport et sur le logement. Et trouve des moyens pour optimiser ça déjà, d'accord. Et je ne suis pas en train de te dire que d'apprendre à ne pas dépenser ton argent sur des 2 € par-ci, 2 € par-là, il ne faut pas le faire. Tu vois. Bien évidemment que si tu peux épargner aussi là-dessus, il faut le faire. D'accord. Mais je te dis juste qu'il faut que tu arrives à faire le tri et que tu arrives à mettre en place les actions rapidement qui vont tout de suite te permettre d'accélérer, tu vois. Et des fois, de faire des petites économies, entre guillemets, de bout de chandelle, souvent, c'est passer à côté des piliers les plus importants selon moi. Donc, si on se focalise par exemple sur le loyer et sur le transport, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi, voilà, aujourd'hui, est-ce que le logement que j'ai, est-ce qu'il est en adéquation avec les objectifs que je me suis fixés? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de baisser mon loyer ou de trouver peut-être une solution plus intéressante pour moi? Moi, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé un petit peu ce parcours-là, vu que j'avais pas d'enfant, j'avais pas fait d'emprunt pour acheter une résidence principale, j'avais pas forcément d'attache, c'était sans doute beaucoup plus simple pour moi pour prendre ces choix-là, parce que ça n'engageait que moi. Et du coup, mon objectif, c'était de diminuer mon loyer, d'accord. Je vivais à Lyon, et du coup, il y avait énormément de logements, on va dire, de disponibles, mais je ne suis pas allé en centre-ville, parce qu'en centre-ville de Lyon, ça coûte quand même relativement cher. Donc je me suis excentré, je suis allé dans les périphéries, si tu veux, de Lyon, là où il y avait des loyers nettement moins chers, et en plus de ça, j'ai décidé de me mettre en colocation. C'est un truc tout bête, hein. Je me suis mis en colocation, ce qui fait que je n'étais pas le seul à porter le poids des dépenses au niveau du logement. Ça le divisait par 2, d'accord. Le loyer que j'avais à l'époque, c'était 500 € par mois pour les deux, d'accord. Donc 500 € par mois pour les deux, ça me faisait 250 € de loyer proche de Lyon. Franchement, c'était juste dingue, tu vois, ce logement que j'avais. Après, il était clairement pas top, hein. Il y avait plein de problèmes sur ce logement, mais en tout cas, mon objectif, c'était d'augmenter au maximum et maximiser, si tu veux, ma capacité d'épargne. Donc, j'ai trouvé les moyens pour le faire. Et donc, pour parler du logement, la colocation, ça rentrait très bien dans mes objectifs personnels. Après, pour le transport, vu que moi, j'ai trouvé un emploi salarié qui était très proche du logement dans lequel j'étais, d'ailleurs, j'avais tout optimisé pour... J'avais pas besoin de voiture et je pouvais me débrouiller en transport en commun. Donc
forcément, sans voiture, bah, c'est un poste de dépense énorme hein, qui est éliminé. Et puis avec les transports en commun, ça coûtait très peu cher pour le coup par rapport en tout cas au prix de la voiture. Donc tout ça, c'était de l'argent que je pouvais avoir de côté et que je pouvais utiliser pour investir, au départ principalement dans le secteur des crypto-monnaies parce que je m'étais focalisé principalement là-dessus. Et donc, tu vois, c'est plus pour te montrer qu'aujourd'hui, des solutions, il y en a. Peut-être qu'elles ne seront pas toutes accessibles pour toi. C'est sûr que si aujourd'hui, par exemple, tu es à la campagne tu m'entends dire prends les transports en commun, tu me diras t'es marrant Thibaut, mais à la campagne il n'y a pas de transport en commun. Et je le sais parce que j'ai vécu quand même plusieurs années à la campagne, donc je sais aussi ce que c'est. Et ce que je veux dire par là, c'est que voir derrière si dans ta situation il y a des choses qui peuvent s'appliquer et si ça ne s'applique pas, voir comment tu peux optimiser. Tu vois, si aujourd'hui tu as acheté une voiture qui est peut-être trop grosse, trop importante en termes de coûts pour la soutenir financièrement parlant par rapport à l'argent que tu es capable de générer aujourd'hui, vois si tu peux pas trouver une voiture plus petite. Alors ouais, ça te fera peut-être pas plaisir. Ouais, elle sera peut-être pas à ton goût et peut-être que toi tu es quelqu'un de féru de voiture et tu aimes bien la voiture. Bah peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes ce truc-là de côté, surtout si ce qui est le plus important pour toi, c'est atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. C'est toujours une question d'équilibre, hein, tu vois, et de voir comment tu peux l'adapter par rapport à ta situation personnelle. Mais au lieu au départ de te focaliser peut-être sur des petits postes de dépenses, sur lequel il va falloir que tu aies un œil vigilant quand même, hein, parce que ça s'additionne quand même, hein, les petits ruisseaux font quand même des grandes rivières à la fin, donc il faut faire attention à ça. Mais au début, focalise-toi sur les gros postes de dépenses, parce que c'est ça, machinalement, qui au début va te permettre de sortir 80% des résultats. Ensuite, un autre mythe, c'est besoin forcément d'un conseiller pour gérer notre argent. Si tu regardes cette vidéo et si tu regardes cette chaîne YouTube depuis un certain temps, tu sais que je n'ai pas tendance quand même à mâcher mes mots, et je t'ai déjà montré à de très nombreuses reprises que tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 12 pour gérer ton capital correctement. D'accord ? Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent. Il ne faut pas que tu fasses confiance à ton banquier, à un conseiller financier qui va essayer de gérer ton capital pour toi. Surtout si ces personnes-là, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas rémunérées à la performance, elles sont rémunérées à la commission. C'est des commerciaux, d'accord ? Ton banquier, c'est pas parce qu'il a un joli costard, une jolie cravate, que forcément il va te faire des super placements. D'ailleurs, tu peux regarder, hein, si tu as fait gérer ton argent par ton banquier depuis maintenant un certain temps, regarde combien d'argent tu as gagné. Je suis convaincu presque à 100% que en prenant en compte l'inflation, tu as perdu de l'argent sur la durée. D'accord ? Eux, ils sont enrichis, t'inquiète pas pour ça, parce que même avec 2% de frais de gestion sur 10, 20, 30, 40 ans, c'est énorme l'argent qui eux se gagnent, sans forcément prendre des risques démesurés. Et puis, toi derrière, en fait, tu es celui qui en paye les pots cassés. Donc l'ignorance, c'est ça aussi qui va avoir un certain coût pour toi. D'accord ? Et c'est faux de croire que forcément, tu vas devoir trouver quelqu'un qui va gérer ton argent pour toi parce que lui, il a fait les études, lui, il a plus de connaissances que toi. Sans doute que c'est le cas, théoriquement parlons, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que la personne qui est en face de toi, c'est quelqu'un qui est déjà indépendant ou libre financièrement, d'accord ? Si cette personne est encore en banque, hein, conseiller bancaire, ça reste un commercial, il est encore salarié et c'est pas quelqu'un qui aura atteint du coup le statut d'indépendance ou de liberté financière. Et en plus de ça, les produits ou les services qu'ils te proposent, eux-mêmes n'investiraient pas dessus, d'accord ? Parce qu'ils savent pertinemment que la plupart du temps, c'est de la merde qui est à l'intérieur, d'accord ? Donc pose-toi les bonnes questions, apprends de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu t'es fixés. Arrête de suivre aveuglément des gens qui vont t'expliquer des trucs qu'ils n'ont jamais fait ou juste parce qu'ils ont une position d'autorité, parce qu'ils sont dans une banque, parce qu'ils ont un joli costard, une jolie cravate, que forcément ils en savent plus que toi. Oui, ça va te demander un certain temps pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir investir intelligemment. J'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube, notamment sur l'investissement passif, en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF. Il y a toutes ces informations-là que tu retrouveras dans la playlist bourse. Je te présente énormément d'analyses, des recherches sur des papiers de recherche académiques, énormément de points super importants à comprendre et à appréhender. Après, à toi aussi de faire le travail, d'accord ? Mais c'est sûr que si aujourd'hui tu veux pas faire le travail, tu veux atteindre la liberté financière et que tu veux pas te poser de questions, je suis désolé, mais ça ne sera pas pour toi, d'accord ? Aujourd'hui, si tu veux atteindre ce statut-là, il va falloir que tu te poses les bonnes questions et que tu ne fasses confiance qu'à ton libre arbitre et qu'à tes propres décisions. Ne fais confiance à personne, et ça je le dis tout le temps, ne fais confiance à personne et même pas à moi, parce que je peux me tromper, je peux avoir des biais cognitifs, je peux avoir des biais émotionnels, j'ai pas la science infuse, d'accord, j'ai pas une parole d'évangile, je peux me tromper, et la seule personne qui sera capable de prendre les meilleures décisions pour ta vie, c'est toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi-même, malheureusement, tu mets
en joue ton statut d'indépendance et de liberté financière et tu mets ce statut-là peut-être entre les mains de quelqu'un qui aura des objectifs aux antipodes des tiens. Donc sois super vigilant par rapport à ça. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 12 pour apprendre à investir. Moi, j'ai pas du tout fait des études dans le domaine de l'investissement et pour autant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. D'accord ? Ensuite, un autre mythe, c'est de penser que toutes les dettes sont mauvaises. Et moi, je pars même du principe que il n'y a aucune dette qui est mauvaise, tu vois. Et ça, je sais qu'il y a des personnes sur la vidéo qui vont dire putain, qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, je dis qu'aucune dette est mauvaise. C'est simplement l'actif qui va y avoir derrière cette dette qui, lui, peut être mauvais, d'accord? Parce que si tu empruntes de l'argent pour acheter une maison dans l'immobilier, que tu fais du locatif et que tu as du cash flow et que tu as en plus de ça un super rendement et que tu investis intelligemment, bah, cette dette, elle n'est pas mauvaise, elle te permet de gagner de l'argent, d'accord? Si tu empruntes de l'argent pour acheter une voiture à crédit, une voiture neuve à crédit, bon, bah, tu utilises un effet de levier pour acheter un actif qui va énormément se déprécier. Dès que ça sort du concessionnaire, ça perd déjà moins 20%. Donc, c'est clairement pas le bon investissement. Donc là, on peut considérer que c'est, si tu veux, une mauvaise dette. Donc c'est plutôt l'actif qu'il y a derrière. Si par contre, je reprends le même cas de la voiture et que toi, tu dis, bah voilà, moi, je veux développer, je sais pas, une entreprise de leasing de voiture, tu as regardé, tu as fait ton étude de marché, tu te rends compte que c'est rentable et tu dis bah voilà, moi aujourd'hui mes voitures, faut que je les achète, je sais pas, 5000 balles les voitures et puis en les louant aux différentes personnes, ça me permet de générer je sais pas 1000 euros de cash flow tous les mois. Bah, au final, tu peux très bien emprunter de l'argent à la banque pour acheter des voitures. Si c'est pour développer un business et que c'est quelque chose de rentable, ça reste une bonne dette parce que ça te permet de t'enrichir. Tu vois. Donc moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune dette qui est mauvaise. C'est une dette, a priori, ça ne veut rien dire. C'est juste ce qu'il va y avoir derrière. D'accord ? C'est à quel taux tu vas l'avoir cette dette-là aussi, hein. Si tu prends un crédit à la consommation pour acheter des saloperies qui se déprécient, bon bah là clairement l'actif qu'il y a derrière, c'est pas ça qui va te permettre de rembourser ton crédit et le taux que tu auras eu avec cette dette, mais c'est vraiment l'actif sous-jacent qui va contrebalancer, qui va donner le niveau de dangerosité entre guillemets de la dette qu'il va y avoir derrière. Donc fais attention à ce mythe de considérer que toutes les dettes sont mauvaises parce que bah, encore une fois, tu as des bonnes dettes. Tu as des dettes qui vont te permettre de t'enrichir avec un effet de levier super intéressant. Avec l'immobilier, tu peux faire des choses super et énormément accélérer, si tu veux, l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière. Un autre mythe, c'est besoin de suivre le marché pour connaître tout ce qui se passe. Tu sais que la gestion passive, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Avec les trackers et les ETF, tu n'as clairement pas besoin de suivre tout le marché. L'objectif, c'est d'être toi le marché. Tu ne vas pas surperformer, tu ne vas pas essayer de faire mieux que Warren Buffett ou que beaucoup de gens qui s'amusent à faire du stock picking. Tu ne vas pas t'amuser à faire du market timing, à déterminer les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Non, ton objectif, ça va être de rester longtemps sur le marché, d'avoir une diversification qui soit maximale et d'être tout simplement le marché. Ce qui fait que même si tu as un marché qui marche un peu moins bien, tu vas être exposé à peu près à tout. Donc globalement, tu sais que l'économie est croissante depuis maintenant plus de 200 ans. Et donc bah, toi, tu paries sur l'économie de manière globale, donc tu seras forcément, entre guillemets, gagnant sur le long terme, si tu veux. Donc c'est faux de dire qu'il faut forcément que tu suives le marché, que tu connaisses tout ce qui se passe. Ça, c'est vrai dans la gestion passive, notamment en bourse. Si par contre, tu veux aller plutôt donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, du stock picking, tu veux faire des actions individuelles à dividendes, bon, bah là, il va falloir que tu suives quand même ce qui se passe sur le marché. Il va falloir que tu fasses attention à l'entreprise, la manière dont elle gagne de l'argent, comment elle est impactée en fonction des systèmes économiques, enfin, en fonction de ce qui se passe. Tout ça, ça va avoir un impact sur ton portefeuille, mais ça demande plus de gestion. En crypto, c'est pareil. Il y a des gens qui se disent, moi, c'est bon, j'investis, je fais du long terme. Non, en crypto, tu ne peux pas te permettre de garder un shitcoin ou un altcoin que tu as sur top 500 de CoinMarketCap et de te dire, je le garde sur 10 ans. D'accord ? Le top 10 de CoinMarketCap en 2013 n'a rien à voir avec celui qu'on avait en 2015, qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait en 2017, en 2020, est-ce que tu veux. Et dans 10 ans, ça sera encore différent. D'accord ? Il y a des cryptos qui sont là depuis un certain temps, tu peux te poser les bonnes questions, mais de se dire, je prends une crypto, j'investis sur le long terme, forcément, ça c'est une stratégie, c'est pas une stratégie. D'accord ? C'est t'investir un peu au pifomètre, donc pose-toi les bonnes questions. Et je te parle en tant que personne qui investit maintenant depuis des années en crypto-monnaie, et j'ai d'ailleurs même une chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés aujourd'hui où je traite que du sujet des cryptos. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, sur ma chaîne YouTube, je te mets le lien dans mon autre chaîne YouTube si tu veux y jeter un coup d'œil par rapport à ça. Mais en fonction de ton approche, tu ne seras pas forcément obligé de suivre tout ce qui se passe. Dans la crypto, tu es quand même obligé de faire quand même une certaine veille active du marché. Donc oui, là, dans ce cas-là, tu seras obligé de suivre. Mais dans le cas des vecteurs, avec les trackers et les ETF, tu ne seras pas forcément obligé de le faire. Ensuite, de penser que c'est trop tôt ou trop tard pour investir, ça pareil, c'est un mythe qui revient tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi. Mais beaucoup de gens considèrent que c'est, voilà, j'ai 16 ans, je ne sais pas comment faire pour investir, ou j'ai 18 ans, j'ai envie d'investir, je pense que c'est trop tôt et tout.
c'est énorme. Si tu commences jeune, si tu as 16 ans, 17 ans, si tu as 15 ans, peu importe, que tu es, entre guillemets, pas majeur pour pouvoir investir, tu peux trouver des solutions. Tu peux déjà investir par exemple sous le nom de tes parents, d'accord? Parce que toi, légalement, en ton nom propre, tu ne pourras pas investir, ouvrir un compte titre parce que tu ne seras pas majeur, mais tu peux déjà commencer à investir au nom de tes parents, puis après, tu feras des transferts de fonds une fois que tu auras ta majorité, ou tu peux commencer à te former correctement à l'investissement, et dès que tu auras 18 ans, tu peux commencer à investir. Mais plus tu commences à investir tôt, plus tu pourras mettre en place les intérêts composés, et plus c'est quelque chose qui sera capable de travailler pour toi avec le temps, d'accord? Warren Buffett, pourquoi il a réussi à développer une richesse aussi importante que celle qu'il a aujourd'hui? Bon, déjà parce que c'est quelqu'un de super intelligent, c'est le meilleur investissement clairement presque de tous les temps. Mais en plus de ça, surtout parce qu'il a vécu très longtemps, il est toujours en vie à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, ce qui n'est plus le cas de son collègue Charlie Munger, qui est mort à 99 ans. Mais c'est quelqu'un qui a investi très très tôt, qui a investi intelligemment et qui aussi a vécu très longtemps. D'accord, il a mis en place les intérêts composés pendant des années, des années, des années. Et 99% de sa richesse, elle s'est faite après 60 ans, tu vois, Warren Buffett. Malgré le fait qu'il avait déjà énormément d'argent, bien évidemment, avant ses 60 ans, d'accord? Mais les intérêts composés, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc plus tu vas commencer tôt, plus ça va te permettre d'obtenir des résultats super importants sur le long terme. Et de penser pareil que c'est trop tard, pour moi, c'est un mythe parce que y a toujours un moyen de mettre des choses en place. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes petits-enfants. Et puis, on se rend compte que les études montrent aujourd'hui qu'on vit aussi de plus en plus vieux, tu vois. Tu peux penser qu'à 40 ans, 45 ans ou 50 ans, c'est trop tard. Bah non, tu vois. Si tu vis jusqu'à 90 ans, d'accord? Et si on repousse l'âge de la retraite jusqu'à, je sais pas, 75 ans, au moment où tu atteindras peut-être ce statut-là, est-ce que tu considéreras que en ayant 50 ans, c'est la fin et que ça vaut pas le coup? Bah non, tu vois, c'est jamais trop tard. Il faut mettre les choses en place, peu importe ton âge. Le meilleur moment pour pouvoir se lancer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fais-le. Franchement, tu le regretteras pas et tu te rendras compte peut-être de toutes les choses que tu n'auras pas pu faire jusqu'à maintenant. Les choses peut-être sur lesquelles tu es passé à côté ou tu avais eu peur parce que tu n'avais pas les bonnes connaissances. Mais en te formant, en mettant en application tout ce que je t'évoque sur cette chaîne YouTube depuis maintenant un certain temps, tu vas te rendre compte que tu vas reprendre vraiment en main ton capital, ta souveraineté monétaire, ton argent, reprendre en main son propre argent. Et ça, c'est un vrai outil de liberté et d'émancipation personnelle, tu vois. Donc, il n'y a pas de trop tard, il n'y a pas de trop tôt, il faut commencer maintenant, il faut commencer le plus tôt possible. Et si tu t'en rends compte, je sais pas, à 45 ans, dis-toi qu'il y a aussi des gens qui s'en rendent compte jamais, tu vois. Tu peux te dire, ah oui, moi si j'avais su, j'aurais commencé à 20 ans. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, tu en as 45 et c'est pas grave. Tu vois, il y a des gens, ils restent toute leur vie dans leur petit train-train quotidien, ils se posent pas la question parce qu'ils se disent c'est trop tard. Et puis, toute leur vie, ils vont dépendre d'une seule source de revenus, du gouvernement qui vont leur dire à un moment donné, non, l'âge de la retraite, c'est pas 60 ans, ce sera 65. Et si c'est pas 65, ça sera 70. Et si tu n'as qu'une seule source de revenus et que tu dépends que de ça, de toute façon, tu pourras rien dire d'autre. Tu auras beau gueuler dans la rue, tu auras beau faire ce que tu veux, de toute façon, c'est pas toi qui auras le dernier mot. Donc, moi, c'est mon parti pris et c'est vraiment à ces personnes-là aussi que je m'adresse, des gens qui me ressemblent là-dessus. Donc, si tu as envie de passer à l'action, aujourd'hui, tu as clairement tout ce qu'il faut sur cette chaîne YouTube pour mettre en place tout ça. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mes différentes playlists. Je suis persuadé que tu trouveras tout ce qu'il faut pour aller beaucoup plus vite. Un autre mythe aussi sur l'argent, c'est le fait de penser qu'on a forcément besoin d'avoir un gros budget ou un gros revenu pour commencer à investir. C'est totalement faux. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer, on va dire, un petit capital, forcément, si demain tu gagnes 10 fois plus de capital, ça sera très compliqué pour toi de le gérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un process, d'accord? Les compétences et tout ce que tu vas acquérir en cours de route, c'est ce qui va te permettre après par la suite de gérer des plus grosses sommes d'argent. Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer un revenu de 1500 euros par mois, donc forcément, si tu leur donnes 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, c'est des gens qui peuvent se retrouver après dans des positions de surendettement ou dans des positions très compliquées. On le voit avec des personnes qui gagnent au loto, souvent ils se retrouvent quelques années après dans des positions même pires que celles dans lesquelles ils étaient au début, parce qu'au début ils avaient peut-être une position stable avec un job salarié et tout, et le fait d'avoir beaucoup d'argent qui tombe d'un coup sur leur compte en banque, tout de suite ils se disent, tiens, je vais m'acheter une grosse voiture, je vais m'acheter une grosse maison, ils vont faire confiance un peu à n'importe qui, et derrière ils se retrouvent avec des positions de surendettement et des fois dans des positions beaucoup plus compliquées que celles dans laquelle ils se trouvaient au tout départ. Donc c'est faux de penser que tu as forcément besoin de gagner 100 000 euros par mois pour commencer à investir. Tu n'as pas besoin d'avoir un capital de 300 000 euros pour commencer à placer ton capital en bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un process qui prend du temps.
plus tu commences tôt, plus tu te formes tôt, plus tu passes à l'action aussi rapidement, plus tu vas pouvoir éventuellement augmenter tes chances et tes probabilités d'obtenir des résultats significatifs sur le long terme. Mais il faut passer à l'action, d'accord? Les petites actions que tu vas mettre aujourd'hui, ça va te permettre d'acquérir des superbes compétences, et ces compétences, après, c'est ce qui te servira pour passer aux étapes supérieures. Mais c'est complètement faux de penser que tu as besoin de gagner des 10 000, 100 000, 150 000 euros par mois ou d'avoir un gros capital au départ pour commencer à investir. Non, c'est sûr que si tu as un petit capital au départ, c'est pas ça qui va te rendre libre financièrement tout de suite, mais le fait de passer à l'action, de commencer à obtenir tes premiers résultats aussi, c'est ça qui va te booster. Tu vois, tu vas dire ah bah oui ça marche, ok j'ai envie d'apprendre un peu plus, etc. Tu vas trouver des moyens de gagner plus d'argent, tu vas peut-être baisser tes dépenses, tu vas augmenter ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement, et tu vas faire les choses. Moi il y avait des personnes quand j'ai commencé qui avaient un niveau de revenu qui était nettement plus important que ce que je pouvais avoir au départ. Moi j'avais un niveau de revenu au départ qui était très faible, mais j'ai commencé à mettre les choses en place, je me suis formé, j'ai appris, je me suis remis en question, et aujourd'hui bah, moi je suis libre financièrement, et eux bah, ils n'ont même pas encore commencé. Ils se posent la question, tiens, est-ce que c'est le bon moment pour commencer à investir? Est-ce que c'est le bon moment pour commencer à mettre des actions en place? Voilà. Bon, bah, pendant qu'il y en a qui ont mis les choses, eh ben, il y en a qui sont toujours en train d'attendre. Et j'espère que ça ne sera pas ton cas. Ensuite, un autre mythe sur l'argent que je voulais te présenter, c'est le besoin d'acheter tout de suite et immédiatement sa résidence principale pour, entre guillemets, ne pas gaspiller de loyer. Et je sais que ça, c'est un sujet qui est assez sensible. Et là où beaucoup de gens vont être très marqués là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont te dire tout de suite « Ah, il ne faut pas acheter sa résidence principale, c'est de la merde » ou « Si, il faut l'acheter, c'est intéressant ». Moi, comme tout le temps et tout ce que je te présente sur cette chaîne, je vais te dire ça dépend, d'accord? Peut-être que dans ta situation, ça sera une bonne chose. Peut-être que dans une autre situation, ça ne sera pas intéressant. Dans mon cas, je sais que ça ne l'était pas forcément, parce que le fait d'acheter ma résidence principale, étant donné qu'après, par la suite, je voulais faire du locatif, donc je voulais emprunter de l'argent à la banque pour investir dans l'immobilier, etc. Le fait d'avoir utilisé ma capacité d'endettement et d'avoir utilisé une bonne partie de ma capacité d'endettement pour acheter ma résidence principale, ça m'aurait bloqué beaucoup plus vite, si tu veux. Tu vois, mais c'était parce que c'était mon objectif, tu vois, je voulais faire du locatif, je voulais investir, etc., etc. Et donc je voulais pas griller ma capacité d'épargne, enfin ma capacité d'endettement, pardon, en achetant ma résidence principale. Surtout que bah, je suis quelqu'un qui bouge quand même pas mal, j'ai aujourd'hui une certaine liberté géographique, donc je peux bouger un peu où je veux, et j'avais pas envie de m'implanter à un endroit spécifique. Et donc, bah voilà, ça répondait à mes exigences personnelles. Après, peut-être que pour toi, ça sera différent. Peut-être que pour toi, tu dis, bah voilà, moi j'ai vraiment envie d'avoir ma résidence principale, j'ai envie de faire attention, j'ai pas envie de dépenser mon loyer dans un truc qui sert à rien, et ça peut se concevoir. En plus, tu as plein d'avantages fiscaux aussi hein, pour acheter ta résidence principale. Donc peut-être que pour ta situation, ça sera intéressant, d'accord? Mais attention, souvent, ce qui se passe, et c'est de là où je pense vient cette idée de se dire je vais acheter ma résidence principale, comme ça je ne vais pas gaspiller mon loyer. L'idée de dire à beaucoup de gens n'achetez pas votre résidence principale, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils achètent leur résidence principale, ils ne le font pas avec le mindset et la volonté de l'investisseur. C'est-à-dire de se dire, tiens, est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ce truc-là que j'achète, c'est un truc que je vais pouvoir revendre plus cher? Est-ce que le marché est intéressant? Est-ce qu'il est porteur? Voilà, est-ce que ça va être rentable en fait pour moi? Souvent, les gens qui achètent leur résidence principale, c'est plutôt un achat émotionnel, parce qu'ils vont se dire, voilà, moi je vais me placer dans un endroit parce qu'il y aura mes enfants, parce qu'il y aura une école à côté, ah là il y a un jardin. Donc souvent, c'est des gens qui vont acheter cette résidence beaucoup trop cher par rapport au prix du marché, ils vont s'endetter beaucoup trop par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et souvent ça revient un peu à leur achat de leur vie, tu vois. Et donc si derrière tu achètes un truc qui est beaucoup trop cher, tu t'endettes la corde au cou, et donc tu vas toucher énormément ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement et tout ce qui s'ensuit, bah, ça peut être un fardeau en fait pour atteindre ton indépendance et ta liberté financière. Mais d'un autre côté, moi je connais des gens qui ont acheté leur résidence principale, qui avaient ce mindset d'investisseur, qui ont acheté leur résidence principale et qui l'ont revendu 5 ans après avec une super plus-value, qui ont utilisé cet argent-là pour après le placer en bourse, en crypto et tout, qui ont accéléré leur liberté financière comme jamais, tu vois. Donc c'est faux de dire aux gens c'est pas forcément une bonne idée d'acheter votre résidence principale. Voilà, ça dépend de ta situation, ça dépend de ce que tu veux faire, et comme tout dans l'investissement, il n'y a jamais une seule et unique vérité. Et enfin, un autre mythe sur l'argent, c'est de dire que pour être riche, il faut hériter de l'argent et de la famille. Si tu me suis depuis un certain temps, tu te rends compte
que la plupart des gens qui ont atteint le statut d'indépendance et de liberté financière, comme moi, c'est des gens qui ne sont pas issus de familles d'entrepreneurs, qui ne sont pas issus de familles d'investisseurs, qui souvent n'ont pas hérité. Il y a des gens qui héritent de ça, mais ce qu'on se rend compte avec les chiffres, et d'ailleurs le livre de Millionnaire Next Door, c'est ce qu'ils expliquent. Ils expliquent que la grosse majorité des gens qui ont atteint le statut de multimillionnaire, c'est des personnes qui n'ont pas hérité, qui sont ce qu'on dit self-made, qui se sont fait entre guillemets tout seuls, même si on sait que dans la réalité, tu t'es jamais vraiment fait tout seul, mais c'est des gens qui n'ont pas hérité, qui sont en fait les premiers de leur famille, même les premiers de leur génération, depuis toute une génération, à atteindre des statuts financiers aussi importants, tu vois. Et donc, d'attendre éventuellement que tu aies un héritage qui tombe en te disant, moi de toute façon, j'ai jamais hérité, donc je serai jamais libre financièrement, c'est te mettre une épine dans le pied en fait, c'est t'accrocher un boulet à la jambe, et c'est pas ça qui va te permettre d'avancer, d'accord? Dans la réalité, si tu regardes les chiffres, la majorité des gens qui sont aujourd'hui multimillionnaires et qui le seront demain, c'est des gens qui sont partis de pas grand chose, voire rien du tout, et qui ont créé en fait cette richesse comme ça au fur et à mesure, qui sont sortis un petit peu les doigts des fesses et qui ont mis des actions comme ça au fur et à mesure, d'accord? Et je pense qu'il faut prendre en considération cet élément-là pour te dire, ouais, en fait, ces gens qui ont réussi, c'est des gens ordinaires, tu vois. Et vu que c'est des gens ordinaires, ils n'ont rien de spécial, moi je peux réussir aussi, tu vois. Et moi aussi je peux mettre des choses en place, moi aussi je peux mettre des actions en place, et moi aussi je peux réussir à atteindre éventuellement ces objectifs. Et c'est tout ce que je te présente en fait sur les vidéos que je publie depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube, et que je continuerai de faire, d'accord? Aujourd'hui je suis clairement plus obligé de faire ce que je fais, mais je continue de le faire parce que ça me plaît, parce que ça m'intéresse, et parce que j'aurais aimé à l'époque, quand j'ai commencé, que quelqu'un puisse me tendre la main et m'aider et m'orienter dans les bonnes directions. Tu vois, d'avoir ne serait-ce qu'un petit déclic, quelque chose qui se débloque en fait dans ton cerveau au niveau de ton état d'esprit, qui va faire que tu vas commencer à passer à l'action et qui peut littéralement changer ta vie dans les prochaines années. C'est mon objectif, et je vais continuer de le faire parce que je pense que c'est quelque chose de super important. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur le domaine donc de l'investissement, des finances personnelles, et notamment sur tout ce qui touche de près ou de loin le concept d'indépendance et de liberté financière, je t'ai créé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, ça va te ramener sur une page, tu auras simplement à mettre ton adresse mail et je t'enverrai le contenu dans ta boîte de réception, et je t'explique notamment comment j'ai fait moi à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.